Le montant global arrêté dans le cadre du projet de budget exercice 2019 est estimé à près de 18 milliards de francs CFA. Ce montant, en comparaison avec le budget de l'année dernière, montre que les ressources prévues pour les dépenses au Parlement ont connu une hausse de 28%. Mais avant le vote de ce budget, les débats étaient chauds. Les débats étaient donc chauds entre les membres de la question et les différentes sensibilités et politiques représentées au Parlement. Vigile Arancière, Dodino, bonsoir à vous. Bonsoir Joël Tchobé. Bonsoir Joël. Gustave Despaux-Sonon, bonsoir. Bonsoir Monsieur Joël. Vous avez été ancien ministre sous Boni Yayi, pour ne pas dire que vous êtes ancien ministre sous Boni Yayi. Vous avez été élu député sur la liste FCVE en 2015 dans la 24e circonscription électorale, mandat auquel vous avez d'ailleurs renoncé pour assumer pleinement vos fonctions au gouvernement d'alors. C'est bien ça? Bien sûr. Alors je reste avec vous. Vous avez suivi l'actualité au Parlement sur le vote de ce budget au Parlement. D'abord, votre impression générale des débats qui ont été menés. Merci beaucoup. Il faut dire que généralement le budget, ça surprend parce que on dit que le budget c'est de l'argent, c'est-à-dire que c'est la prévision des recettes et des dépenses. Et tout le monde sait que en la matière, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc même au niveau des ministères, ça se passe de la même manière, hein, c'est sous tension. Et j'ai fait quelques expériences de directeur de la programmation. Je sais ce que nous traversons dans cette période-là. Chaque année, dans cette période, vous passez au moins 4 à 5 nuits blanches avant de vous en sortir. Seulement qu'au niveau du Parlement, j'ai noté qu'il y a eu une malincompréhension. Sinon, ce qui s'est passé, ce n'était pas intéressant. Pas du tout. Pas du tout parce que, surtout sur le montant qui était annoncé. C'est-à-dire que ce n'est pas justifié que le budget puisse passer de 14 à 27 ou 30 et quelques au départ, 28. Voilà. Pour la simple raison que vous avez la Constitution, vous avez la loi organique et vous avez le règlement intérieur. Dans ces 3 documents, on parle de comment il faut élaborer le budget. Et à travers ces 3 documents, il y a les prérogatives du président de la République, les prérogatives des députés et les prérogatives du ministre des Finances. C'est vrai que le Parlement est autonome, mais dans le même temps, dans la loi organique, loi des finances qu'on appelle l'OFF, que le ministre des Finances est tout puissant aussi. C'est les députés qui l'ont rendu tout puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses à prévoir sans son avis favorable. Je crois que ça doit être l'article 6. Donc ça suppose que... De quelle loi déjà? La LOLF. De l'OFF, ok. Article 6. Donc, et les dépenses, ça doit être sincère. C'est-à-dire que ça ne sera pas fantaisie qu'on va dire on veut tel. C'est ce qui fait que le ministre des Finances, à l'approche de l'élaboration du budget, envoie une lettre de cadrage à tous les ministères et les institutions pour dire, bon, compte tenu de l'environnement économique que nous vivons, voilà la fourchette dans laquelle vous devez faire les prévisions de vos dépenses pour l'année qui va suivre. Mais c'est vrai que chaque institution est jaloux de ses prérogatives et l'Assemblée nationale étant autonome, bon, le jeu devrait se faire entre eux pour que ça ne sorte pas. Ce qui m'a surpris, c'est que le budget de 2019, on a dit que c'est un budget de transition. Mais c'est la 8e législature. Ça veut dire que... Qui s'apprête à s'installer. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons connu déjà 7 ou 6 budgets de transition. Quels ont été les ordres de variation? Donc, si on se posait ces questions. Donc, j'ai noté simplement que les députés n'ont pas cherché à s'écouter. Et depuis un moment, c'est ce que j'ai remarqué au niveau des acteurs politiques. Chacun est braqué. Et au lieu d'expliquer les choses, on est braqué, on dit non, je vais ci, et puis on n'explique pas. Si on expliquait, on devrait comprendre largement. Qui devait expliquer?
Parce que là, nous parlons d'un budget, nous parlons d'une institution autonome qui, en réalité, devrait pouvoir jouir de son autonomie, évidemment vis-à-vis du gouvernement, mais qui devrait expliquer. Le rôle revient à la question au cadre de l'Assemblée, après la commission des lois, puis la plénière. L'autonomie, de façon générale, elle est relative. Elle est relative et généralement, le ministre des Finances est le numéro 2 du gouvernement, on a l'habitude de le dire. Et je vous ai dit que les différentes lois lui donnent plein pouvoir. Vous ne pouvez rien prévoir comme dépense s'il ne donne pas son avis favorable. Alors, son autorité s'impose-t-elle à l'Assemblée? Non, c'est une collaboration. C'est pour ça que je crois que c'est le ministre en charge de la Justice qui assure les relations avec les parlements. Je vous explique. Le budget de 2014, c'était de combien? C'est environ 10 milliards. Et le budget de 2011 et 2015, c'est environ 10 milliards. Ça veut dire que c'est une augmentation d'1 milliard. Et pourtant, c'était un budget de transition. Le nombre de députés n'a pas varié. Et si on prend le budget de 2018 qui est en cours d'exécution, c'est 14 noms. Supposons que l'investissement représente 2 milliards. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est 1 milliard par mois que les indemnités des députés représentent. Si le Parlement devait renouveler à 100% en 2019, par exemple, et qu'on veut prévoir 4 mois de salaire, ça veut dire qu'on va prévoir au maximum 4 milliards. Vous parlez donc de sevrage? Oui. On a écouté le député Valentin Ziti-Khoudé parler de sevrage d'1 mois de bonification. Oui, vous voyez, ça fait 4 milliards au maximum. Plus maintenant les investissements. Mais généralement, depuis, les investissements varient autour d'1 milliard, 2 milliards. Donc, moi, quand j'avais fait les calculs, je dis, sauf s'il y avait des informations qu'on n'a pas, le budget, ça doit tourner autour de 18 milliards. Sauf s'il y a eu révision des indemnités parlementaires ou bien des investissements, parce que je me suis dit, le siège de l'Assemblée nationale, est-ce que les députés veulent récupérer pour faire la construction par eux-mêmes? Mais dans le débat, vous comprenez qu'il n'y a eu rien de tout ça. Donc, on a tenté de dire non, on va renouveler, etc. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas arrivés à s'expliquer pour convaincre. Donc, quelque part, moi, j'ai tiré... Donc, vous mettez le péché sur le dos de la cassure, des membres des cadres de l'Assemblée qui n'ont pas pu convaincre leur père, les députés? C'est l'ensemble des députés. Parce que, moi, je ne suis pas là-bas, non. Mais je vous ai dit, par exemple... Vous avez été là-bas. Même si c'est un bref séjour, vous avez été là-bas. Si, par exemple, je devrais contester les 27 milliards proposés, je vais demander à la question comment en est-on arrivé là. Je vous ai démontré, par exemple, que si on doit renouveler le Parlement à 100%, et si je tiens compte du niveau actuel des indemnités, c'est au plus 4 milliards qui vont s'ajouter. C'est au plus 4 milliards. Et puis j'ai dit, ce n'est pas la première fois où il y a une transition. Donc il faut vérifier. On a fait la transition entre 2006 et 2007. L'augmentation a été de quel ordre? On a fait la transition entre 2010 et 2011. Et la récente transition, c'est 2014-2015. Et je dis l'augmentation... Mais nous ne sommes plus 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Mais vous savez que l'évolution, la vie est de plus en plus chère. Il y a juste... Des dépenses peut-être supplémentaires. Il y a juste 4 ans, 2014 à 2015, l'augmentation était un peu moins de 2 milliards. Donc moi, je dis il y a quelque chose qui cloche. Donc il faut que les gens s'écoutent et qu'ils expliquent. Les salaires aujourd'hui, pas salaires, indemnités parlementaires, mensuelles, là, ça représente combien aujourd'hui? Je crois. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense... Vous avez été député Gustave Deposo. Non, je dis ça ne dépasse pas 1 milliard pour l'ensemble des députés. Donc en termes de sevrage, ça va faire à peine 4. Maintenant, le renouvellement, les investissements en termes de renouvellement, bon, ce n'est pas ça qui va... Le député béninois gagne combien aujourd'hui au Bénin? Non, ça varie. Ça varie, je crois que ça doit tourner autour d'1 million au maximum. 1,5 million au maximum, parce que ça varie.
ils ont un traitement de base et plus les frais de session. À chaque session, ils ont une indemnité. Donc, en fonction de ta participation, tu auras sur ta paye. Donc, ce n'est pas une indemnité qui est fixe. Qui est fixe. Oui. Ça peut varier dans le temps. Ah ben. Alors, Nelly Dodinou, vous avez également suivi les débats houleux qui ont été menés au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Vous avez eu l'impression que les cadres du Parlement, les ministres, la question, puis d'autres, ils ne sont pas compris. Vous avez l'impression? Bon, je ne dirais pas ça parce que je n'avais pas cette lecture-là, contrairement à notre invité. Ce que moi je disais il y a quelques jours, c'était que nous sommes dans une situation et que le budget de l'Assemblée nationale a augmenté de façon drastique, vous permettez, et que le ministère des Finances qui pense que tout le monde doit se serrer la ceinture, et j'ai entendu le questionnaire dit qui est béninois, qui est plus béninois que qui. Donc vous comprenez que de l'autre côté, on n'a pas envie de se serrer la ceinture. On a envie de reconduire non seulement ces indemnités, mais on en a créé beaucoup plus. Monsieur Gustave Sonon, il est statisticien, donc il maîtrise bien de quoi il parle. Il maîtrise les chiffres, comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale. Et le budget, on a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc, de façon générale, l'Assemblée n'a pas beaucoup à investir. L'Assemblée n'investit pas, c'est pas dans son rôle. C'est pas dans son rôle. Elle est là pour voter les lois, peut-être contrôler et aussi contrôler l'action gouvernementale. Et moi, je me disais la dernière fois, j'avais dénoncé le fait que il faut que les autres aussi fassent l'effort que le peuple béninois fait. Le peuple béninois qui se serre la ceinture depuis un bon moment, et dans le même temps, on a la représentation, les privilégiés de la République qui, eux, non seulement ne font pas cet effort, en veulent plus. Et j'avais dit qu'on était plutôt sur un terrain politique. Même si le gouvernement avait envoyé son projet de loi sans forcément tenir compte du projet de loi de l'Assemblée nationale, parce que le débat est parti de là. C'est-à-dire, pourquoi l'exécutif envoie son projet, adopte son projet de loi sans tenir compte, eux, de leur budget. Et le débat est parti de là. Ce que le gouvernement a prévu, c'était de reconduire le budget 2000 en exécution là. Ils l'ont reporté sur l'année à venir. C'est là la question en train d'expliquer qu'il y aura de véhicules achetés. Et là, on vient d'avoir la preuve que nous avons connu des budgets de transition qui n'ont pas forcément doublé. Parce que si en 2015, entre le budget de transition de 2015 était de 14 milliards, je crois, et qu'en 2000... On était environ à 10 milliards. Et puis c'est passé rapidement un peu à 11 milliards. À 11 milliards. Voilà. Donc une augmentation de 2 milliards. Voilà. Maintenant que nous sommes dans une difficulté financière, qu'on crie sur tous les toits que nous avons de problèmes de mobilisation et que le Béninois tous les jours est en train de se serrer la ceinture, dans le même temps, on nous propose un budget qui va jusqu'à 27 milliards. Au départ, ils étaient allés jusqu'à 30, avant de revenir à 28 milliards presque. Et ça a permis aux uns aux autres, de ceux qui n'ont plus le temps de s'exprimer, de donner la voix. C'est ça que j'ai dit la dernière fois, quand il s'agit de leurs intérêts, de leur indemnité, là, ils savent parler. Ils savent réagir. Mais pendant tout ce temps, il y a des lois qu'on crée pour rendre la vie plus difficile aux Béninois. Il y a des tâches qu'on crée et on ne se pose pas la question est-ce que le Béninois, dans ces conditions, est en train de vivre mieux. Et moi, j'ai dénoncé ça et je continue de dénoncer. Et le problème, le débat ne va pas se faire. Ce qui est sûr, la session budgétaire va s'ouvrir en mois d'octobre et le budget sera validé. La loi de finances sera validée en tenant compte des capacités du Bénin. Et de l'autre côté aussi, je dis, ceux qui sont du côté de l'exécutif aussi doivent se dire que nous avons des difficultés. Parce que ce n'est pas seulement le peuple béninois qui va se serrer la ceinture tout le temps. Et l'exécutif aussi de son côté doit pouvoir se dire, nous sommes dans une situation vraiment particulière, il faut minimiser les dépenses. Il faut se dire que nous aurons plus de dépenses
c'est-à-dire le budget doit pouvoir peser au niveau de l'investissement que du fonctionnement. Parce que malheureusement au Bénin, le budget de fonctionnement pèse tellement lourd qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait au Bénin, c'est pratiquement pour le fonctionnement. Je vous dis, le salaire de la fonction publique, combien ça pèse dans le budget? C'est plus de 40%, je crois. Bon, il y a les normes. Voilà. Donc ça pèse lourd. C'est-à-dire si vous avez un budget et que déjà 30-40% doit être pour les salaires, et depuis que les cadres et autres ont vu leur salaire doublé, quadruplé ou je ne sais même pas. Là, vous parlez donc des salaires politiques. Donc tout ça là est compris dans le budget. Inscrit. Non, c'est dans le budget. Vous pensez que leur salaire à part, c'est dans le budget. C'est dans le budget. Donc tout le monde est appelé à se serrer les ceintures. C'est pas que le peuple béninois. C'est aussi au niveau de l'Assemblée nationale et c'est également au niveau de l'exécutif. Autonomie de l'Assemblée nationale, mais quand même les parlementaires ont l'accord de co-vigilance. Bon, en fait, je crois que ce n'est pas une question de ceinture. Ce n'est pas une question de ceinture. Quand vous avez bien observé les budgets du Parlement, je suis très bien placé pour en parler. Puisque vous avez été journaliste parlementaire notamment. Les budgets du Parlement, si vous vous souvenez bien, c'est pour la première fois que ça fait vraiment polémique. Et je dirais pourquoi. Ça fait pour la première fois polémique. Souvent, les polémiques au sujet du budget de l'Assemblée nationale, c'est la polémique avant même le budget. C'est-à-dire quoi? C'est à la lettre de cadrage déjà que ça fait polémique souvent. Et ça parce que le gouvernement limite, compte tenu de la politique financière de l'année à venir. Bon voilà, nous allons rester dans telle fourchette, ça va être un peu drastique. Donc, on doit en imposer aussi à l'Assemblée. Et ça discute. Vous allez bien observer que même au temps plus fort, n'est-ce pas, où les députés s'achoppent. Je prends la 5e législature, par exemple, où quelqu'un parlait du chat. On en veut au propriétaire du chat, c'est pas au chat qu'on en veut, c'est plutôt le propriétaire du chat, parlant donc de l'opposition entre Nago et les députés de l'Union fait la Nation, les députés de l'opposition à l'époque où l'opposition avait l'ascendance à l'Assemblée nationale. Sur le budget, ils s'entendaient, se rejoignaient. Si le problème s'était pas passé, est-ce que vous avez soutenance qu'on a? Les députés n'ont jamais rejeté leur propre budget. Ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Donc, c'est pour vous dire que le problème c'est arrivé, vous avez dit? C'est arrivé maintenant, non? Non, c'est pas arrivé. Ils n'ont pas. Non, mais je vais vous dire ce qui est arrivé. La proposition ce qui est arrivé, a été rejetée quand même. Je vais vous dire, a été rejetée par qui? Par toute la plénière. Non, c'est quand ça passe au vote qu'on dit que ça a été rejeté. C'est pas passé au vote. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est l'anomalie d'il y a un an qui rattrape aujourd'hui. L'anomalie d'il y a un an, c'est que le budget n'avait pas eu de croissance. Le même chiffre de 2017 a été reconduit pour 2018. 13 milliards. Vous pensez que c'est anormal? Quand je dis 13 milliards, c'est-à-dire 13 milliards, virgule de 2017, ça a été reconduit exactement avec les mêmes virgules. Vous vous souvenez? Donc ça au moins c'est une anomalie parce que les budgets, et les budgets du Parlement notamment, ont toujours accru de quelques millions, quelques milliards quand même chaque année, qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi on en est arrivé à ce chiffre-là. Donc, c'était étonnant et vous vous rappelez, les médias avaient dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça ce qui a été révélé la dernière fois par le premier questeur. Vous m'excusez, mais est-ce que ça ne revient pas justement, ça ne contredit pas justement ce que Nelly disait, à savoir que les parlementaires, quand il s'agit de leur propre intérêt, ils ne réagissent pas. Mais l'année dernière, ils ont donné la preuve qu'ils peuvent également serrer les ceintures. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que le premier questeur a appelé le clébé, en personne, il n'y a pas de député. Le clébétisme fonctionnait en ce temps. Le clébétisme fonctionnait en ce temps. Et ils l'ont accepté. Cette anomalie que tout le monde a vue du dehors comme de l'intérieur, mais eux, ils ont avalé ça comme ça, ils l'avaient admis, c'était entendu, et Parlement, et l'exécutif. Et qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ce que l'autre qualifiait d'indiscipline budgétaire, Rachid Godabassi, même si lui-même il n'est pas forcément un laudateur de la discipline, voilà. Voilà. Le budget n'a pas été exécuté en tenant compte, n'est-ce pas, de ce qui est prévu sur les feuilles. Et c'est normal.
puisqu'il a d'autres besoins, voilà. Vous pensez qu'il y a des dépenses qui ont été engagées hors ligne budgétaire? Mais c'est exactement ça, c'est pas moi qui vous suggère la réponse, c'est les faits qui suggèrent la réponse. Et donc il faut corriger à travers le budget suivant, et c'est ce qui s'est fait. Quand Gustave Sonneau cherche donc l'anomalie, l'une des choses à aller chercher, c'est exactement ça. Et ça se sait au Parlement que, voilà, on a exécuté le budget comme ça sans l'avoir à l'œil. Ça se sait au Parlement. Donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Quand vous avez vu les budgets du Parlement, souvent, c'est décrié par les citoyens. Mais les députés même ne se croient pas autour de leur budget. Et ça a toujours été une remarque où tout le monde dit, mais au moins ils s'entendent toujours sur le budget. Au moins ça, sur ce essentiel, ils s'entendent. Donc, ils avaient refusé d'assumer, de dialoguer et de dire la réalité à l'exécutif l'année passée. Et maintenant, ça les rattrape. Cette année, les députés n'avaient pas changé, le fonctionnement n'avait pas changé. Est-ce pour des réalités politiques que le premier questeur, par exemple, se lève et dit non, on n'est plus clébé. Il n'a pas dit on n'est plus clébé, mais la réalité c'est qu'il... Voilà. Donc c'est ça qui rattrape en réalité. Voilà. Alors, Gustave Depeau-Sonneau, oui. Alors, quand vous suivez un peu le débat, ce qui est incriminé ici, ce sont donc les vices de forme. On parle de procédures viciées. Est-ce que vous avez la même impression? Le gouvernement qui adopte d'abord son projet de budget avant le Parlement, sans intégrer sans autre forme. Oui, il faut avouer que le management à ce niveau n'a pas très bien fonctionné, parce que si ça avait très bien fonctionné, on ne devait pas assister à ce à quoi on avait assisté au niveau du Parlement la dernière fois. Sans vous arrêter, vous me permettez? Oui. Observateur ici de l'Assemblée nationale, j'attends qu'il va venir me démentir. Le budget du Parlement a souvent été voté au mois d'août. Au mois d'août. Pourquoi ça a traîné jusqu'au mois de septembre et fin septembre? Parce que fin septembre, c'est l'avant-projet de budget de l'État qui vient déjà. Donc, l'avant-projet n'est pas venu en retard. C'est le budget de l'Assemblée qui a été étudié en retard. C'est cela. Alors, en fait, vous savez, il y a 2 sessions ordinaires et chaque session ne doit durer qu'au maximum 3 mois. La deuxième session ordinaire s'ouvre dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ça veut dire qu'à partir du 15 octobre jusqu'au 31 octobre, le président de l'Assemblée nationale doit ouvrir la deuxième session qui doit durer 3 mois. Et c'est la session budgétaire. Ça se solde au plus tard le 31 décembre par le vote du budget. Et avant ça, je crois, je ne me rappelle pas de l'article dans la Constitution, le gouvernement doit déposer l'avant-projet de budget une semaine avant l'ouverture. Donc c'est pourquoi je dis, entre le Parlement et le gouvernement, il y a des va-et-vient, il y a des négociations, les jeux de coulisses, et ça là ne sort pas nécessairement, pour que la date d'ouverture puisse... dans tous les cas, ça se négocie pour que le budget du Parlement puisse aller au niveau de l'exécutif et on intègre pour qu'avant une semaine de l'ouverture, le budget soit sur la table des députés. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a ce management qui n'a pas fonctionné. Donc pour le moment, ils ne sont pas encore totalement en retard par rapport... non, les députés, par rapport à le vote du budget. C'est pourquoi... et quand on prend la tradition parlementaire, ils sont en retard. Oui. On croit vigile parce que si l'État doit envoyer son projet de budget en octobre, et que... Non, même avant octobre, et que les députés ont de retard. Dans la Constitution, c'est dit une semaine, je crois, avant l'ouverture de la première session ordinaire. Et de la deuxième session budgétaire. Voilà. La saison budgétaire. Et la saison budgétaire s'ouvre... La deuxième session. Deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et ne prenez pas nécessairement le Parlement, l'exécutif comme des institutions totalement aussi séparées. C'est pour ça qu'il y a un ministre qui est désigné pour assurer les relations entre les deux. Donc ça se joue de manière à ce que l'un n'accuse pas le retard et que la Constitution soit respectée. Donc jusque-là, il n'y a pas à cela. Bon, c'est vrai, ce qui a surpris, et je n'ai pas compris comment ça a fonctionné, c'est que
Le budget général de l'État a été adopté au niveau du gouvernement. Bon, donc, je crois que c'est ça que les députés ont soulevé. Et ça, je crois que c'est le management qui n'a pas très bien fonctionné. Mais je dis, au-delà de ça. C'est une faute selon vous? Je ne dirais pas une faute pour la simple raison que c'est simplement un jeu. Parce que le budget, dans tous les cas, ce sont les députés qui vont voter. Alors, comment est-ce que le gouvernement, selon vous, a pu adopter son budget indépendamment de l'Assemblée? Comment ça s'est fait? Comment on a élaboré alors le budget de l'État? En toute sincérité, je ne suis pas au gouvernement, donc je ne pourrais pas vous répondre ce qui s'est passé. Vous avez été au gouvernement, est-ce que la pratique était de mise sous votre mandature? Je dis la pratique, c'est quoi? C'est que le gouvernement fonctionne de telle sorte que le gouvernement est en relation avec le Parlement. Ça veut dire qu'on a une idée de quand est-ce qu'il faut convoquer la deuxième session budgétaire. Ensuite, et pour que, si entre-temps le gouvernement peut être en retard, ce n'est pas seulement le budget de l'Assemblée nationale qui peut poser problème. Vous savez, c'est pourquoi quand vous avez dit qu'ils ont reconduit le budget de l'année dernière, on peut reconduire et on peut encore diminuer le budget. Ça dépend parce que quand, au début de l'élaboration du budget, la lettre de cadrage définit le contexte. On tient compte du taux de croissance à venir, on tient compte du niveau du taux d'inflation, on tient compte du taux de pression fiscale et ensuite on tient également compte du niveau du déficit qu'on peut accepter. Ce sont ces paramètres qui permettent au ministre en charge des Finances de dire que le budget de l'année prochaine, soit ça va baisser ou ça va varier et dans quelle proportion. Et c'est ça que le ministre adresse à tous les ministères, à toutes les institutions, une lettre de cadrage. Généralement, ça fait un peu polémique avec le Parlement, naturellement, parce que le Parlement estime qu'il est autonome. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Mais dans le même temps, j'ai dit, le même Parlement a voté une loi pour dire, le ministre des Finances, là, pour toute dépense, doit donner normalement son avis favorable. Donc, alors, c'est pourquoi je dis que est-ce que vous pensez que c'est la lettre de cadrage? C'est juste cette lettre-là que le gouvernement, peut-être, s'est basé pour élaborer son budget, attendant peut-être les députés qui sont en retard? Non, l'idéal aurait été que les deux institutions fonctionnent de façon harmonieuse pour que cette situation n'arrive pas. Bon, à défaut qu'une institution ne soit prête, on peut dire, bon, je reconduis d'abord parce que dans tous les cas, c'est un avant-projet. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont voter et ceux qui vont venir au Parlement, ça peut subir des modifications profondes. Vous savez, il y a dit que l'élaboration du budget, ce n'est pas une affaire sur là. Ma première expérience que j'ai vécue en tant que directeur de la programmation de la prospective, je crois, dans la lettre de cadrage, on m'annonçait que je ne pouvais avoir que 25 milliards sur les ressources propres de l'État, pour les investissements bien sûr. Mais compte tenu des besoins des différents directeurs techniques et des coordonnateurs de projets, j'ai recensé un besoin de 280 et quelques milliards. Et le jour où on a convoqué sous la direction du secrétaire général du ministère pour pouvoir débattre et faire le cadrage ensemble, c'est comment quitter 280 et quelques milliards pour se caler. Rester dans l'enveloppe de 25 milliards. C'était un peu difficile. Nous avons travaillé de 10h jusqu'à 18h, on n'a pas bougé. J'ai demandé l'autorisation au secrétaire général pour dire nous allons suspendre et que dans la nuit, je vais réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. Et dans la nuit, effectivement, j'ai pu concevoir une matrice avec un certain nombre de critères où je dis, bon, nous allons passer chaque projet sous ces critères pour dire, si tu remplis tel critère, tu prends tel nombre de points. Si tu ne remplis pas, c'est 0. Donc, et avec ça, avec un petit modèle,
on a les informations pour pouvoir se caler sur les 27. Ça veut dire que des projets vont se retrouver avec 0. Et j'ai passé toute l'année à faire ce travail et le lendemain, j'ai eu les 25 et j'ai présenté au secrétaire général. On se retrouve, je dis voilà, ensemble là, nous allons parcourir d'abord les critères, les points affectés, on se tombe d'accord là-dessus. Mais dès qu'on tombe d'accord là-dessus, moi dans ma matrice, ça va me sortir le cadrage. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il me propose là où je peux trouver le complément. Mais je vous jure, on a fait 15 minutes, la séance était terminée. Ce n'était pas facile. Donc c'est pour dire, parce que des 280 et quelques, tout le monde est venu avec force, avec bruit, pour dire ses priorités, c'est ceci, c'est des tas de choses. Le même État, l'année qui suit, a accordé 80 et quelques pour les investissements. Et l'année qui suit, ça a chuté. Donc, par rapport à l'augmentation... Il n'y a pas eu de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. C'est en fonction des contextes. Donc, mais j'ai dit, je continue de le dire, que les députés, ils savent qu'ils sont venus à la plénière. Et la plénière est publique, à travers les médias. Ils doivent expliquer comment on peut passer. Vous avez vu ce que je vous ai dit. Vous avez un budget de 14 milliards. Y compris investissement et fonctionnement. Mais diviser 14 milliards par 12, fois 4 pour voir le sevrage, combien ça va s'ajouter. Maintenant, ajoutez maintenant l'investissement. Vous allez prendre combien pour faire l'investissement? Hormis peut-être le siège de l'Assemblée, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont prévu quelque chose pour le siège de l'Assemblée. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas expliqué. Mais moi, je ne reviens pas sur. J'ai dit que le management entre le gouvernement et le Parlement n'a pas bien fonctionné et ça a déteint sur la situation. Et comme tout le monde est braqué, moi, je souhaite que les gens s'écoutent, c'est qu'ils développent des arguments. Justement, vous parlez d'écoute, je vous interromps, mais écoute, vous parlez d'écoute, vous avez certainement suivi le premier vice-président de l'Assemblée, Eric Rondeté, qui justement a fustigé le fait qu'il n'y a pas eu de débat autour de ce projet de budget du Parlement qui a été soumis au vote. Bon, par exemple, là ça me conforte dans ma thèse. Vous avez dit le premier vice-président. La première institution au niveau du Parlement, c'est d'abord le bureau. C'est le bureau qui connaît d'abord des questions et qui convoque la conférence des présidents pour débattre des questions à débattre. Avant qu'on a fait des choses aux commissions. Et la première, l'instance suprême. Donc, c'est pourquoi je continue de dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et qu'il faut que, je crois que c'est le ministre chargé de la justice qui est le ministre chargé des relations avec les institutions. Parce qu'on aurait aimé qu'on ait un espace institutionnel apaisé. Mais ça se comprend. Vous comprenez aussi que c'est un budget qui prépare les élections à venir. Je suis sûr que ça a un impact par rapport à ça. C'est pourquoi les gens ne s'écoutent même pas. Parce que si on s'écoutait, cette question aurait pu être réglée. Et je ne suis pas contre qu'on aille à 27. Mais comment? C'est simplement ça. D'accord. Vigile avancé, Eric Rondeté, un coup de gueule qu'il lance juste après le vote de ce budget au Parlement. Pour lui, c'est clair. C'est une imposition. L'exécutif a imposé son budget au Parlement. Mais c'est ce que je disais. C'est pas nouveau. En réalité, c'est eux qui se surprennent, n'est-ce pas, de constater que ça fonctionne comme ça. Alors et ils parlent même de vassalisation de l'Assemblée. Ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est nous qui avions toujours dénoncé. Ils se surprennent de se découvrir ainsi, simplement. Non, moi je situe, je me le permets, si je dis que les budgets du Parlement en général se votent au mois d'août, on ne vote pas pour le faire attendre. On le vote et on le transmet au gouvernement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette fois-ci, le budget n'a pas été transmis à temps au gouvernement. Ça, au moins, on peut le deviner. Le budget n'a pas été transmis à temps au gouvernement pour que le gouvernement l'intègre au budget général et le renvoie au Parlement. Vous avez vu aussi, on peut deviner aisément que ça n'a pas bien fonctionné entre le ministre des Finances et le questeur. Parce qu'après tout, ça revient calmement au Parlement, donc le gouvernement ne peut rien non plus
s'agissant du budget, sans le Parlement. Mais même chose encore. Sans doute, parce que le mode de fonctionnement était cette vassalisation, n'est-ce pas? On a pensé que le Parlement, c'est l'exécutif. L'exécutif, c'est le Parlement. Sauf que cette fois-ci, les deux ne se sont pas entendus, le premier questeur et le ministre des Finances. Et c'est ça qu'il est venu. Parce qu'il savait que lui, il a, n'est-ce pas, cette plage-là de vengeance qu'il est venu étaler. C'est aussi simple que ça. Qu'il est venu étaler en plénière. Cette mésentente-là, cette colère qu'il est venu déverser en plénière. Et bon, est-ce qu'on va dire que c'est dommage? Au moins, ça nous révèle, n'est-ce pas, les dysfonctionnements, on va dire, cette cohabitation presque incestueuse entre deux institutions quand même qui auraient dû, comme on le dit, institutions de contre-pouvoir, donc ne devaient pas s'entendre de cette manière-là sur le dos du peuple. Et même au-delà, le questeur, il est du bloc de la majorité parlementaire, le ministre étant au gouvernement. C'est ce que je vous dis, Joël. C'est ce que je vous dis. C'est là tout le problème. Donc on avait pensé que, bon, ta maison, c'est ma maison, ma maison, c'est ta maison. Donc le Parlement, là, il pouvait s'entendre. Qu'est-ce qui a pu les prendre? Est-ce donc l'âge du ministre? Et peut-être des gens, vous entendez dire qu'il est facile de monter sur ces grands chevaux, qu'il n'est pas toujours disponible. Ça, c'est des récriminations qui reviennent. Est-ce que tout ça est revenu dans le jeu, a pu mettre, n'est-ce pas, le questeur dans la préparation de ce budget? Le ministre qui certainement attendait, et voilà, a voulu donc, n'est-ce pas, exprimer cette position. Si le questeur a gonflé un budget, il n'est pas peut-être expert de la matière des finances, il n'a pas pu expliquer, comme le disait Gustave Desposseaux, le ministre étant dans son domaine, le fait des observations, c'est normal que le gouvernement puisse recadrer. Si non, il n'a pas de communication. Je suis d'accord, mais vous savez, on n'a pas dit dans cette histoire que la lettre de cadrage envoyée au Parlement, cette fois-ci, est faite de polémique, par exemple. Est-ce que vous en aviez entendu parler avant? Non. Malheureusement, non. Non, malheureusement, non. Malheureusement. Et pourquoi c'est pourquoi je dis que je ne comprends pas. Oui, pourquoi c'est le budget qui devait faire polémique? Ça veut dire qu'ils se sont entendus au départ sur la lettre de cadrage. Ou alors, voilà, ils s'étaient déjà entendus l'année passée qu'il faut reporter alors les dépenses qui auraient dû, l'augmentation du budget qui aurait dû être consacrée. Il faut reporter ça à cette année, que le ministre, puisque c'est le même, ne respecte plus cet engagement pris. On peut deviner tout. Sinon, qu'est-ce qui a expliqué alors, n'est-ce pas? Politiquement, c'est quand même sérieux que le premier questeur ne s'entende pas avec le ministre des Finances et soit obligé de dire ce qu'il a dit là, n'est-ce pas? Il ne s'adressait pas seulement, par exemple, au ministre des Finances. Il s'est adressé aux autres ministres qui connaît mieux le Bénin que qui veut dire. Voilà, aux autres députés, notamment les députés soutiens du pouvoir, qui ne le soutenaient pas, lui, dans sa logique, ne défendaient pas. Donc, peut-être les députés trop clébés, qui étaient restés trop dociles, et s'adressaient à eux, par exemple. Donc, politiquement, ce n'était même pas une bonne image. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est ça qui la question subsiste. Mais oui. Le Dodinou, voilà, rapidement. Mais, comme apparemment, ils ont voté maintenant le budget autour de 18 milliards. Bien sûr. À l'unanimité. À l'unanimité. Des députés présents. Avec voilà. 12 abstentions. Oui. Mais comment ça peut s'expliquer? Ah non. C'est un peu ce que je dis. Finalement, ça respectait. Et c'est la première fois où et la question et la commission des finances ne sont pas arrivés à s'entendre et que ça déteint sur la plénière. Pratiquement. Parce que finalement, pour vous, la guerre, c'est entre la question. Je dis c'est une bonne incompréhension. Et la plénière. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on a refusé de s'écouter. Sinon, ça aurait pu être tranché. C'est ça qui... Parce que... Non, regardez les chiffres. Si c'est un investissement qui est prévu, l'investissement aura un nom. Et on saura. Et si on donne le nom, on sait si ça vaut 10 milliards, si ça vaut 6 milliards. Mais vous n'avez pas
en l'état actuel les éléments du budget. Non, c'est ce qu'on a suivi. On nous a dit que, je dis la plénière est publique, donc je me base sur ce qui a été rapporté. On a dit non, c'est un budget de transition parce qu'il faut prévoir 3 mois de sevrage plus 1 mois de bonification, ça fait 4 mois. Il faut renouveler les investissements. Et j'ai dit, mais si je me base sur ces éléments, je me refais au passé, au maximum, et que je mets comme hypothèse, le Parlement est renouvelé à 50%, le budget va tourner... Non, c'est même moins de 50%. Oui, le budget tournera autour de 18 milliards. En un mot, c'est le budget normal maintenant. Non, moi, par rapport aux hypothèses, ce que j'ai entendu. C'est le budget normal. J'ai dit, si le Parlement doit être renouvelé autour de 50%, avec les 4 mois de sevrage, et qu'il n'y a pas d'investissement, et qu'il n'y a pas d'augmentation des indemnités parlementaires, c'est 18 milliards. Maintenant, s'ils sont allés à 27, qu'on explique que c'est telle chose, c'est tout ce que je disais, sinon c'est quoi je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Nous allons scruter un peu le volet politique de cette guéguerre autour du budget du Parlement. Mésentente entre la question dirigée par un pro-talon, il faut m'excuser l'expression, et puis le ministre des Finances, membre du gouvernement, du même chef d'État. Comment ça peut s'expliquer? Non, les élections s'annoncent. Donc chacun essaie de prendre la parole pour se démarquer en tant soit peu, c'est la plénière. Les caméras sont braquées. Du coup, s'il n'y avait pas eu cette réaction, on ne serait pas en train de faire ce débat. Ça fait 1 semaine, on est en train de faire le débat. Donc, acceptez que les hommes politiques savent comment utiliser les médias. Ils savent comment profiter des médias. Donc, il y a aussi un autre député qui a parlé. Rigondetti a réagi aussi, a dénoncé cette vassalisation. Donc, étant dans le même bloc, mais il faut se démarquer parce que les élections s'approchent. Il faut commencer par jouer sur l'émotion de l'électorat, avoir la sympathie des uns des autres pour dire quand même, oui, c'est vrai, il soutient le chef de l'État, mais quand il le faut, il réagit quand même pour ceci. Donc, c'est un haut lieu de politique, l'Assemblée nationale, et dites-vous que les hommes politiques savent se saisir des occasions pour profiter des caméras et micros qui sont devant eux pour pouvoir se démarquer du lot. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, il s'est passé quelque chose, ils ne se sont pas entendus sur le budget. C'est sûr qu'il y a eu, Vigile l'a dit tout à l'heure, il y avait une lettre de cadrage. Donc eux-mêmes, ils savent qu'ils ne pouvaient pas dépasser tel montant dans leur projet de budget. Finalement, ils sont revenus à 18 milliards. Par quelle alchimie? Ils ne nous ont plus dit pourquoi, comment ils ont procédé. De 30 milliards, de 27 milliards, ils sont revenus à 18 milliards. Voilà. Donc, comprenez tout simplement que c'est l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu politique, et donc on saisit des opportunités, des occasions pour lancer des pics. Et je vous dis, dans le bloc de la majorité, c'est tout comme si, comme on le dit chez nous, tous les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Donc chacun essaie de se positionner. Il y a les uns et les autres. C'est comme ça. Il y a un bloc qui est là. On sait qu'il y a 62 députés qui sont membres de ce bloc-là. Mais les 62, quand vous les mettez sur l'échiquier, ne pèsent pas au même. Donc chacun va... Vous l'avez dit vous-même, nous sommes à la lisière des élections législatives. C'est de bonnes guerres. Mais est-ce que cette guerre-là, en elle-même, ne fragilise pas la majorité au pouvoir? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas déjà des signes avant-coureurs, des départs du bloc de la majorité parlementaire. Non, pas, ils ont tous intérêt à rester ensemble. C'est vrai, je sais qu'il y aura des départs. C'est sûr. Parce que dès qu'il y aura, les intérêts seront divergents. Dès que le positionnement suit. Parce que c'est là que la cassure va commencer. Dès qu'il y aura la liste à établir et que les uns et les autres ne vont pas forcément se retrouver dans une position confortable, quoi qu'on dise, dans une circonscription, il y a un nombre de députés, il y a des têtes de liste à positionner, des suppléants également. Et quelqu'un qui pense que lui, dans sa position, il a toujours été tête de liste, et puisqu'on est en train de parler d'un bloc,
il se dit, bon, moi je veux être tête de liste, ils vont se discuter les têtes de liste, ils vont se discuter les positionnements, là il y aura la cassure, ou d'autres on va leur dire, bon, comme vous n'avez pas trouvé de place pour la députation, attendez les communales. Donc, il y aura ceux qui vont se nourrir d'espoir pour peut-être se positionner au niveau des communales et peut-être ne pas encore trouver cette chance-là parce que communal, c'est encore une autre stratégie politique, c'est encore une autre élection et il y aura cette guerre. Mais pour le moment, je vous dis, c'est pas encore la cassure. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le ministère des Finances et la question. Ils ne se sont pas entendus. Vigile a dit tout à l'heure, ça vient nous montrer comment les choses se font un peu au niveau, peut-être les autres ont juste dû reporter comme ils l'ont fait en 2017 sans que l'Assemblée ne bronche, mais peut-être souffrez que nous sommes bientôt en 2019, les gens ont des intérêts, ont beaucoup à dépenser pour les campagnes, donc aussi il faut trouver les moyens et peut-être le ministère est aussi très regardant. Ce qui est sûr, le dossier viendra en session budgétaire, ils vont débattre et puis, puisqu'il y a toujours la majorité, le gouvernement n'a pas à s'inquiéter, il aura son budget, la loi de finances qui sera votée, même s'il y aura des modifications, il n'y a pas de souci à se faire. Nil Dodjenou, même si je voulais encore vous accorder la parole, je ne peux pas, le temps est complètement parti. Merci à vous, Vigile Awansé, merci. Gustave Depossono, merci également à vous. Je rappelle que vous avez été ministre sous le régime de Boni Yayi. Vous avez été élu député sur la liste FCBE en 2015 dans la 24e circonscription électorale, mandat auquel vous avez d'ailleurs renoncer pour assumer vos fonctions. Vous avez souvent oublié, il a surtout été ministre chargé des relations avec les institutions. Donc il connaît de quoi il parle. Voilà. Merci également à vous d'être passé dans ce studio pour vos différentes analyses et contributions. C'est la fin de cette émission. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.